En plein cœur d'une région aride et accidentée de Jordanie se cache un petit plateau en apparence anodin, mais qui occupe les scientifiques depuis près de 40 ans. Il y a 9 millénaires, des hommes du néolithique ont fondé ici l'un des premiers villages du monde, Badja. Qu'est-ce qui a pu les inciter à changer radicalement de mode de vie pour se sédentariser? Comme cela arrive souvent en archéologie, ce sont les tombes qui viennent enrichir nos connaissances, tout en suscitant de nouvelles interrogations. L'une des plus incroyables découvertes de ce site est la dernière demeure d'une petite fille. Les archéologues qui l'ont exhumée aiment à la prénommer Jamila, la belle. Le 26 juin 2018, la campagne de fouilles touche à sa fin pour cette année. Les archéologues déblaient le sol avec précaution et font découverte sur découverte. Tout se passe comme d'habitude quand, soudain, l'équipe tombe sur la sépulture de Jamila, qui retient immédiatement l'attention et tient tout le monde en haleine. C'était un tombeau de grande taille. Et ce qu'il nous apprend dépasse toutes les attentes. Le collier de cet enfant est extraordinaire. Même par rapport à la splendeur de Petra, cette découverte donne des frissons. C'est génial. Le trésor est transporté en Allemagne pour de plus amples examens. Les restauratrices Andrea Fischer et Alice Burkhardt préparent les perles pour que l'archéologue Ala Al-Arachi puisse reconstituer le merveilleux bijou, qui sera ensuite restitué à la Jordanie. Mais le monde entier se retrouve paralysé par le Covid-19 et les frontières sont fermées. Il devient soudain impossible de retourner à Badja. En Jordanie aussi, la vie est à l'arrêt. Les attractions touristiques mondialement célèbres comme Petra ou le Wadi Rum sont désertes. Il faudra attendre l'automne 2021 pour que l'équipe du département Histoire et Culture du Proche-Orient ancien de l'Université libre de Berlin puisse revenir dans le pays avec dans ses bagages le collier restauré. Il aura une place de choix dans le nouveau musée de Petra. Les découvertes archéologiques ne peuvent quitter le pays que pour être étudiées. Elles sont la propriété fondamentale de l'État. Mais avant de remonter le collier pour l'exposition, les restauratrices vont accompagner les archéologues à Badja. Le site a été découvert en 1984 par cet homme, l'archéologue allemand Hans-Georg Gebel, qui depuis dirige les fouilles. Khaled, Raed, Ziad, Ali, Faisal et Mohamed appartiennent à la tribu Amarine. Certains participent aux fouilles avec leur famille depuis des décennies. De nombreux Bédouins vivaient autrefois dans la zone autour de Petra. Mais avec l'essor du tourisme et le classement du site au patrimoine mondial, le gouvernement et l'UNESCO les ont relocalisés dans le nouveau village d'Oum Sayoun. Le camp de base de l'équipe de fouilles se situe dans le village voisin de Beïda.
Le matériel est stocké dans l'une des maisons sommairement aménagées. On charge uniquement le strict nécessaire, car le chemin qui mène à Badja est un véritable parcours du combattant. La route qui conduit au profond canyon du plateau traverse un paysage aride et rocheux. La rare végétation ne survit que grâce à un système d'irrigation artificiel. Ces arbres ont cependant poussé sans l'aide de personne. Ils indiquent l'entrée d'un sikh, une gorge creusée jadis par l'eau. À partir d'ici, il faut continuer à pied et porter l'équipement. Même en unissant les forces, impossible de tout monter en une fois. Le sikh n'en reste pas moins le moyen le plus simple d'accéder au site. Les habitants du néolithique empruntaient très probablement le même itinéraire. Pas étonnant donc que le premier indice de la présence de Badja ait été découvert ici par un grimpeur. Il y a près de 40 ans, un Autrichien est tombé par hasard sur un outil datant du néolithique au pied d'une paroi d'escalade. Après avoir entendu parler de cette trouvaille, Hans-Georg Gebel est parti sur ses traces et la chance lui a souri. À l'époque, l'archéologue grimpait sans aucune aide. Aujourd'hui, 3 des échelles emportées vont rester dans la gorge durant toute la durée des fouilles pour faciliter l'accès. L'équipe aura besoin des autres sur le site même. Le village néolithique occupant un site reculé, ses vestiges ont été préservés des pilleurs de tombes et de réaménagements ultérieurs. À son extrémité supérieure, le sikh s'élargit et laisse la place au plateau que les archéologues ont surnommé Badja, en référence au paysage environnant. Si Marion Benz et Hans-Georg Gebel reviennent en terrain connu, Andrea Fischer et Alice Burkhardt pénètrent pour la première fois dans cet endroit mystérieux. Isolé, le site est resté intact depuis des millénaires et n'a reçu la visite que de quelques troupeaux de chèvres. Pour l'heure, seule une première couche du village a été mise au jour. Cette fenêtre s'est effondrée après les pluies de cet hiver. On ne peut pas continuer à creuser tout de suite. On doit d'abord ramasser ce qui est tombé. On ne peut pas travailler là-dedans à plus de 3. Oui, mais il faut être au moins 2. On ne retrouve que des matériaux capables de résister aux dommages du temps, comme la pierre, la corne, les os ou les coquillages. En plus de ces données scientifiques, l'historienne de l'art et archéologue jordanienne Serine Al-Choubaki redonne vie au village grâce à son imagination. Depuis qu'elle a participé aux fouilles en 2018, elle se sent profondément attachée à ce lieu. L'archéologie est un travail éreintant. En guise de seau, les ouvriers utilisent des gouffas fabriqués avec d'anciens pneus. Ils passent tout au peigne fin pour qu'aucun petit trésor archéologique caché dans le sable et les gravats ne leur échappe. Marion Benz entame sa 5e campagne de fouilles. C'est elle qui a mis au jour la tombe de Jamila avec Ala Al-Arachi.
C'était un peu comme avoir les 6 bons numéros au loto. J'avais déjà découvert de nombreuses tombes qui m'en avaient appris beaucoup sur la structure sociale. C'est justement mon sujet d'étude. Le passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire et les transformations sociales qu'il a entraînées. À Badja, cette transition a eu lieu il y a environ 9000 ans. Le village fait partie des mégasites, comme Jéricho, Ain Razal ou encore Basta, qui jalonnent la vallée du Jourdain. Apparus au 8e millénaire avant Jésus-Christ, ils n'ont cessé de s'étendre jusqu'à atteindre parfois 16 hectares avant de disparaître. Badja est situé à mi-chemin entre la mer Rouge et la mer Morte, le long du Wadi Araba. Pour les géologues et les archéologues, les couches de sédimentation de la mer Morte constituent de véritables archives et mines de renseignements sur les conditions climatiques du passé. Il y a 12 000 ans, la planète a connu une période de réchauffement. Les glaciers ont fondu et le niveau des mers s'est élevé. Ce changement climatique a entraîné des hivers froids et humides et des étés chauds, des conditions favorables pour les cultures de céréales et de légumineuses. Ces changements et la fertilité des terres de la région ont permis aux populations de se sédentariser, puis aux villages de croître. Les habitants pratiquaient l'agriculture, mais consacraient aussi du temps à l'art. À l'époque, les paysages entre Amman et Aqaba étaient assez semblables à ceux du nord de l'actuel État jordanien, où le reboisement montre ses premiers fruits. On ne sait toujours pas comment les habitants de Badja s'approvisionnaient en eau. On n'a repéré aucune trace d'une source, mais peut-être utilisaient-ils le Siq en guise de réservoir. Le plateau avait probablement un tout autre aspect. Les conditions de vie ont beaucoup évolué depuis. Les températures ont augmenté. À l'époque, il devait y avoir une source aux alentours. On a retrouvé des outils qui servaient à moudre le grain, ce qui montre qu'ils faisaient pousser des plantes ici et que c'était vert. Les habitants de Badja vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Ils cultivaient principalement des légumineuses. Nous avons notamment retrouvé des pois. Et ils avaient des troupeaux de moutons et de chèvres, dont la viande leur fournissait des protéines. On suppose que des pâturages s'étendaient d'ici en direction du Wadi Araba, en particulier dans les hauteurs à l'est, sur les bords du plateau arabe, où commençaient autrefois les grandes steppes qui ont laissé place aujourd'hui au désert. Grâce à cette situation et à l'abondante source de nourriture à portée de main, due au nouveau mode de vie sédentaire, la population augmente rapidement. Les femmes ont un enfant non plus tous les 4 à 5 ans, mais tous les 2 ans. Mais pourquoi s'installer dans un espace aussi limité? Probablement parce que les terres arables étaient rares et que l'approvisionnement en eau représentait déjà un défi. L'avantage, c'est que c'est isolé. Un groupe qui vivait là-haut ne risquait plus de se voir disputer son territoire. Les occupants du site se querellaient peut-être entre eux, mais plus avec les autres.
Il a fallu tirer le meilleur de l'espace disponible. Couche après couche, les ouvriers remontent vers le passé. Les murs s'enfoncent jusqu'à 4 mètres de profondeur. Les habitations avaient donc au moins 2 étages. Les pièces étaient exiguës et recevaient peu, voire pas du tout de lumière du jour. Les fouilles indiquent qu'elles servaient avant tout à la préparation des repas et au stockage. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé aucune trace de sentier ou de ruelle reliant les maisons. Le site devait être densément peuplé, car la moindre fouille révèle de nouveaux murs. On a constaté que dans les premiers temps, les pièces étaient presque trop petites pour vivre à l'intérieur, ce qui nous incite à penser que les gens vivaient alors sur les toits, à l'extérieur. Contrairement aux chasseurs-cueilleurs, dont la population était dispersée en petits groupes sur de vastes territoires, des centaines de personnes vivaient ici au même endroit. Les gens ont habité les uns à côté des autres durant au moins 500 ans et semble-t-il en relative harmonie. Il faut bien se rendre compte que le voisin n'était pas à 500 mètres ou 1 kilomètre de là, il vivait la porte à côté. Au niveau social, c'est un immense défi. On ignore comment cette société était organisée, quelles étaient les règles de vie en communauté et les modèles familiaux. L'anthropologue et médecin Julia Greski de l'Institut archéologique allemand de Berlin étudie les restes humains retrouvés afin d'en savoir davantage sur les liens de parenté, les âges et les causes de décès. Les os n'ont pas bien résisté au temps et sont très cassants. Quand on les brosse, ils ont encore un bel aspect. Mais dès qu'on les dégage, ils s'effritent et il faut les recoller au laboratoire. Ils nous en apprennent donc moins que des squelettes mieux conservés. D'emblée, il révèle néanmoins certaines choses à l'œil aiguisé de la scientifique. Il s'agit d'un crâne d'enfant qui regarde dans ma direction. Il est encore enfoui en partie sous le mur, malheureusement. Il y a au moins 2 individus, un adulte et un enfant, et peut-être même d'autres enfants. Les défunts n'étaient pas inhumés à l'écart du village, mais sous le sol des logements. Nos coutumes funéraires auraient probablement semblé étranges aux habitants de l'époque, comme les leurs le sont pour nous. Nous essayons d'écarter la mort au maximum pour ne pas être en contact avec elle. Nous installons les cimetières en dehors de nos maisons et le plus loin possible. C'est quelque chose qui aurait sans doute été considéré comme totalement irrespectueux par ces populations et contraire à leur mode de pensée. Voilà pourquoi Jamila a été enterrée sous le logement, afin de rester au plus près des vivants. Un décès n'était peut-être pas une mort sociale au sens où on l'entend aujourd'hui. La personne ne quittait pour de bon la vie sociale qu'au terme d'un long processus de deuil. Jusqu'à présent, l'équipe a principalement mis au jour des tombes d'enfants, souvent collectives. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. On pouvait mourir d'une simple otite. Il se peut que ces tombes multiples soient la conséquence de maladies infectieuses qui se sont propagées très rapidement et ont entraîné la mort de plusieurs enfants en même temps. Inhumer des enfants avec considération n'est pas nouveau au néolithique. À Krems-Wartberg, en Autriche, les archéologues ont mis au jour le long du Danube une tombe vieille de 30 000 ans qui renfermait des jumeaux homozygotes. Le Muséum d'histoire naturelle de Vienne présente une reconstitution de cette fabuleuse découverte qui date d'une époque de très loin antérieure au passage à la sédentarisation. L'anthropologue Maria Teschler-Nicolas a participé à l'exhumation
et étudier les restes. Cette tombe a été mise au jour en 2005, durant la dernière semaine d'une campagne de fouilles menée par l'Académie des sciences autrichiennes. Toute l'équipe savait qu'elle était sur le point de faire une découverte sensationnelle et exceptionnelle. La tombe a été extraite d'un bloc avec la terre qui l'entourait afin de subir de plus amples examens à Vienne. Les recherches ont montré que les jumeaux qu'elle renfermait avaient été inhumés à des moments différents. La particularité de cette découverte, c'est qu'il s'agit d'une double sépulture de nourrissons qui ont été enterrés avec de l'ocre rouge et des objets précieux. La tombe était recouverte d'une omoplate de mammouth, ce qui laisse à penser qu'on voulait la protéger des prédateurs. L'analyse chimique des dents de lait a permis à l'anthropologue de déterminer qu'on a allaité le plus âgé et tenté d'en faire autant avec le second. Celui qui a survécu le plus longtemps est mort quelques semaines plus tard. Il a été inhumé avec un collier de perles ainsi qu'une épingle en ivoire. Ces objets montrent à quel point les enfants revêtaient une grande importance pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs de cette époque. La perte d'un enfant était aussi douloureuse il y a 30 000 ans qu'à l'époque de Badja ou qu'aujourd'hui. Ces tombes décorées et leurs objets funéraires fabriqués avec soin sont les expressions du deuil. L'arrangement de la sépulture de Djamila a immédiatement étonné les scientifiques. La couche supérieure ressemblait à un plancher. Elle était recouverte de chaux. En dessous, il y avait du gravier, puis des morceaux de plaques de grès blanc volontairement fracturés, parce que cette pierre brille comme de la nacre au soleil quand elle vient d'être brisée. Et enfin venait la grande dalle funéraire. La soulever a bien évidemment été un moment très excitant. Il n'y avait que du sable à l'intérieur. Alors on a brossé, brossé et brossé encore. L'équipe craint de trouver une tombe vide et est à 2 doigts de la refermer. C'est là que sont apparues les premières perles. Nous les avons d'abord numérotées une à une, puis par groupe, et pour finir, nous avons simplement pris des photos et réalisé de petits croquis avant de récupérer les perles par paquet entier, jusqu'à en sortir plus de 2500. Jamais encore on en avait retrouvé autant d'un coup. D'où proviennent-elles et que représentent-elles? Au printemps 2019, les précieux éléments sont envoyés à l'Académie nationale des beaux-arts de Stuttgart, spécialisée dans la conservation des biens culturels anciens, pour y être étudiés plus en profondeur. Dans le cadre de son master à l'Académie, Alice Burkhardt est responsable de la restauration des perles. De son côté, Ala Al-Arachi se charge de la reconstitution du collier. Pour cela, elle se fonde sur les traces de fabrication et d'usure, ce qui lui permet de déduire la place de chacune de ces perles. Le trésor de Badja est à l'abri dans une petite arrière-salle au 3e étage du bâtiment. Personne ne le connaît mieux qu'Alice Burkhardt. Au départ, les perles étaient dans des sachets et il était difficile de voir leur état. Les archéologues souhaitaient à terme pouvoir exposer le collier. Mais avant d'en arriver là, il fallait déjà déterminer si l'état des perles le permettait et si suffisamment d'entre elles étaient présentables. Alice examine les concrétions qui recouvrent chaque perle et en gratte avec précaution les couches au microscope. Si nécessaire,
Elle soumet les fragiles objets précieux à des traitements complémentaires. La restauratrice conserve les perles dans une solution résineuse synthétique spéciale afin que le collier restauré ait un aspect le plus proche possible de l'original. Ce traitement est réversible, dans l'éventualité où de nouvelles techniques viendraient à la disposition des futures générations de scientifiques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Andrea Fischer et Alice Burkhardt ont pu transmettre à Ala al-Arachi environ 80% de ces perles millénaires. Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer la position de toutes ces perles sans se dire qu'il s'agissait d'un collier, d'une ceinture ou d'un diadème. Nous avons simplement essayé de comprendre la relation entre elles et les os retrouvés. Et nous avons constaté qu'elles étaient concentrées dans la zone autour du cou de l'enfant. Après avoir pris en compte les données archéologiques, nous nous sommes penchés exclusivement sur les perles pour tenter de déterminer leur position originelle. Un élément, probablement central, a particulièrement aidé la chercheuse. L'une des premières choses que nous avons découvertes, c'est cet anneau. Il était en position verticale. Nous avons donc commencé par en dégager l'extrémité supérieure, qui était très fragile, et nous avons dû descendre le long très lentement. Et au bout de 3 jours, nous avons fini par l'extraire entièrement. Mais il était fragmenté. Au cours des fouilles, nous avons trouvé de petites perles encore attachées à ces perforations. Nous savons donc depuis le début que l'anneau était un élément très important du collier. L'anneau en nacre nous renseigne sur la conception du collier. C'est sur lui que les fils se rejoignaient. Il a été travaillé d'un seul tenant dans un très gros coquillage. Afin de déterminer le niveau de savoir-faire des populations de l'époque, l'archéologue expérimentateur Wulfine a tenté de reproduire l'objet le plus fidèlement possible. Même si l'expérience n'est pas scientifique, elle nous aide à comprendre quels outils ont servi à créer l'anneau. Depuis que j'ai entendu parler du collier de Badja, j'ai envie de recréer cet artefact en recourant, bien entendu, aux techniques du néolithique. Pour ce faire, il me faut d'abord une grosse coquille. Les contours de l'anneau vont être tracés à l'aide d'un burin que je vais fabriquer en portant un coup ciblé dans une lame de silex. Et voilà. C'est avec cette arête-là devant qu'on va travailler. C'est vraisemblablement de cette manière que tout l'anneau a été taillé. Aujourd'hui, on utiliserait une fraise à haute vitesse, à pointe en diamant. Mais à l'époque, on ne disposait que de burin en silex. Ciseler, c'est comme fraiser, mais au ralenti. Une étape de longue haleine. Il convient aussi d'être précautionneux pour percer les trous. Il faut beaucoup tourner et ne pas trop appuyer, sans quoi, soit le perçoir se brise, soit la coquille craque. C'est un sacré défi, mais on voit bien que la pointe s'enfonce petit à petit. Le coquillage était un bien exotique. Le grès rose des perles, lui, provenait probablement des alentours.
Elles ont certainement été fabriquées comme sur d'autres sites que l'on connaît déjà. Cette technique exige une fois encore beaucoup de patience et de minutie. Une perle sur 5 casse en cours de fabrication. On va tailler ces petits morceaux de pierre en forme de disque. On obtient la rondeur désirée en les frottant. S'ensuit une étape délicate. Forer avec précaution la perle à l'aide d'un perçoir en silex. Voilà, mon trou est percé. On peut maintenant polir les perles une à une, ou alors en enfiler plusieurs sur un bâton. Et les polir ensemble sur la plaque de grès. J'exerce un mouvement de va-et-vient et les perles finissent par avoir toute la même taille. On voit que c'est assez rapide. Les angles saillants ont disparu et selon que je continue à polir encore une demi-heure ou une heure, j'obtiens des perles plus ou moins grosses. Ces perles étaient incroyablement petites et fines. Il fallait faire preuve d'une grande habileté et d'une profonde délicatesse pour fabriquer des objets aussi fragiles. Le collier témoigne de l'extraordinaire savoir-faire et du sens de l'esthétique des premiers sédentaires. De quoi contredire l'idée largement répandue selon laquelle les hommes de l'âge de pierre étaient primitifs. L'équipe s'est d'ailleurs inspirée de ce magnifique objet pour nommer la jeune défunte Jamila, la belle. On imagine l'importance que devait avoir cet enfant pour qu'on enterre un tel chef-d'œuvre avec elle, après tout le travail qu'il avait demandé. Cette découverte a donc de nombreuses dimensions que nous commençons tout juste à comprendre. Chaque pièce du collier nous renseigne sur les matières premières, les procédés de fabrication, les relations entre ces éléments et l'ensemble de l'œuvre, mais aussi un peu sur la fillette décédée. Jamila va entrer dans l'histoire parce qu'elle rectifie le tableau qu'on se fait du néolithique. On s'imagine souvent l'aube de l'humanité comme archaïque. Mais ce bijou et cette sépulture nous montrent qu'il s'agissait de véritables spécialistes et qu'il existait des réseaux d'échanges lointains. Les turquoises qu'elle portait au cou provenaient du Sinaï, les coquillages de la mer Rouge. Et la manière dont tout cela a été élaboré est à l'évidence très spéciale. La fabrication d'objets de luxe artisanaux était une activité très répandue. Au-delà des délicats colliers découverts dans d'autres tombes de Badja, on taillait aussi de fins anneaux en grès rose dans presque chaque foyer. Les célèbres anneaux de grès de Badja ont été fabriqués à partir de galets, plus ou moins ronds. On y creusait un sillon en forme de disque, comme ça, qui permettait ensuite d'extraire la partie centrale. À la lumière de ces explications, Woolfein poursuit ses expérimentations. Après avoir évidé le disque, on peut travailler l'anneau de deux manières. Soit on lui donne la forme souhaitée avec notre burin, soit on le polit jusqu'à obtenir la taille voulue.
On polissait, on polissait. Voilà ce que l'on entendait de loin quand on approchait d'un village du néolithique. Les fragiles anneaux n'ont toujours pas révélé tous leurs secrets. Nous ne savons pas très bien comment ils étaient employés. Nous pensons qu'il s'agissait d'une simple affaire d'accumulation. Plus on avait d'anneaux, plus on jouissait de prestige. Ma théorie, c'est qu'ils faisaient en quelque sorte office de coupons dans les échanges sociaux, qu'ils permettaient d'exprimer une valeur et de renforcer la cohésion sociale. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il existait déjà des contrefaçons. Ces anneaux à la couleur rougeâtre caractéristique étaient en marne, une matière première plus facile à travailler et plus rapide à façonner, qu'on peignait ensuite en rouge. On les fabriquait plus au nord, à Basta, au-delà de la zone de grès rose. Les contrefaçons existent depuis que l'homme produit des choses. Mais cette demande de biens spéciaux et les relations commerciales lointaines n'étaient pas sans danger. Le village est devenu de plus en plus dépendant de l'approvisionnement en matières premières et du marché. Les matériaux bruts exotiques du collier de Djamila ne sont qu'un exemple de ce goût pour les objets de prestige qui nécessitait en contrepartie des marchandises d'échange. La population du village était confrontée à un autre défi, cohabiter de manière pacifique dans un espace restreint. Pour l'heure, on n'a découvert aucun indice d'une structure sociale hiérarchique. Des études comparatives récentes ont montré que dès lors qu'un groupe atteint 150 individus, il devient extrêmement difficile de le contrôler et d'empêcher les gens d'entrer en conflit. On a donc besoin d'un système pour gérer ces différends. Badja a abrité jusqu'à 500 habitants. Un site énorme pour le néolithique. Avec une telle promiscuité, les conflits sociaux pouvaient rapidement se multiplier. Les raisons qui ont conduit les habitants à quitter pour toujours leur foyer vers 6900 avant Jésus-Christ sont certainement dues à de multiples facteurs. Il est difficile de dire s'il s'agit d'un véritable effondrement ou d'une simple transformation. Les derniers occupants ont probablement suivi des voies très différentes. Certains sont retournés à une vie nomade, quand d'autres ont poursuivi une vie sédentaire, mais dans des villages plus petits, ce qui était peut-être une meilleure forme d'organisation, plus durable et plus supportable socialement. Grâce à la situation isolée de Badja, de nombreux vestiges nous en sont parvenus. La sépulture et le collier de Djamila, les découvertes les plus importantes du site à ce jour, vont maintenant être exposées dans le nouveau musée de Petra. Mais d'abord, les archéologues doivent venir récupérer les pierres d'origine de la tombe. Elles sont restées entreposées en lieu sûr pendant les longs mois durant lesquels l'Europe et la Jordanie étaient à l'arrêt. Chaque pierre a été soigneusement emballée et numérotée. Hussein Al-Sababa, le directeur de la collection archéologique de l'université du Yarmouk, à Irbid, les avait récupérés sur le site et rapportés dans la vallée avec des collègues de Zurich. À présent, elles vont être transférées au musée pour y reconstituer la tombe de Djamila. Malgré la proximité géographique entre Badja et Petra, la cité nabatéenne taillée dans la pierre emblématique de la Jordanie, les deux sites n'ont aucun lien historique. Hans-Georg Gebel et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les institutions jordaniennes.
recourir à l'expertise des scientifiques locaux est non seulement une question de respect, mais est aussi indispensable d'un point de vue professionnel. L'exportation des biens culturels jordaniens est soumise à une autorisation spéciale et conditionnée à leur retour à la fin des recherches. Beaucoup de découvertes finissent dans les réserves du musée. Mais la sépulture et le collier de Djamila occuperont une place de choix dans le nouveau musée. La collection retrace toute l'histoire du pays. Celle de Badja est présentée pratiquement au début du parcours de visite. Le village a aussi inauguré une évolution qui a changé la vie des hommes encore plus radicalement que l'industrialisation au XIXe siècle ou le numérique aujourd'hui. La région a vu des cultures se succéder, des sites être abandonnés et des populations poursuivre leur route, mais les êtres humains ne sont pas redevenus chasseurs-cueilleurs. C'est cela, et bien davantage, que nous raconte la sépulture de Djamila. Voilà pourquoi Hussein al-Sababa tient à ce qu'elle soit remontée le plus fidèlement possible et que chaque pierre retrouve sa place. J'ai pour mission de reconstituer la tombe dans le musée. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça a l'air bien, vous ne trouvez pas? Dans une autre salle du musée, le grand jour est arrivé pour les deux restauratrices et la spécialiste des perles. So, after all, no, sind wir endlich angekommen. Pour que le bijou ne soit pas endommagé au cours du voyage retour en Jordanie, il a été transporté depuis l'Allemagne en pièces détachées. Il est temps d'assembler à nouveau les fils de perles aux anneaux du collier. Pour s'aider, Allah al-Arashi a dessiné un modèle. Le collier a été très élaboré. Non seulement il a été pensé en termes de perles, mais aussi de taille des fils. Il a donc nécessité le concours de plusieurs personnes, tant des façonneurs de perles que des fabricants de cordelettes ou de fils. Il existait vraisemblablement déjà une forme primitive de division du travail et de semi-spécialisation. Quoi qu'il en soit, la manière dont les habitants se procuraient des matériaux appropriés reste floue. Quand on veut des matériaux bruts et exotiques de bonne qualité, mieux vaut vivre dans un village bien situé où l'on peut nouer des relations commerciales. Or, Badja est perdu au milieu des montagnes. C'est un environnement et un emplacement un peu étrange. Malgré cette situation reculée, les habitants disposaient d'un bon réseau. On ignore le niveau exact des relations qu'ils entretenaient avec les villages voisins, mais en dépit de toutes les difficultés, ils n'étaient pas complètement à l'écart de leurs contemporains. Pendant que dans la vallée on assemble le collier de Djamila, sur les hauteurs de Badja, les fouilles suivent leur cours. Dans la pièce 28, Marion Benz a découvert une dalle funéraire. Il y a comme un air de déjà-vu, car cela survient une fois de plus, alors que la campagne de fouilles est sur le point de s'achever. Hans-Georg Gebel est cependant sceptique. Maintenant qu'on a dégagé toute la zone, je vois les choses de manière totalement différente. Il est aussi possible que la plaque soit simplement posée sur le sol et ne recouvre aucune tombe. Je ne sais pas. Le plâtre et les couches de cendres suggèrent qu'il s'agit d'une sépulture, mais je ne peux pas l'affirmer à 100%. Je vais déjà la dégager et tester rapidement avec la spatule. Pour la soulever un peu. Et ensuite regarder s'il y a quelque chose en dessous. 9 contre 1 qu'il y a une tombe pleine d'ossements là-dessous. Tu es optimiste. Ici, ça sonne différemment de là. Tu entends?
Il se peut qu'il y ait un creux à un endroit et pas à l'autre. Oui, c'est vrai. Là, je suis en dessous. Elle bouge. Oui. Tire-la horizontalement, parce qu'on ne sait pas comment est la fracture. Elle est encore plus cassée maintenant. Attention. Oh là là, elle tombe en miettes. C'est pour ça qu'on a des restaurateurs. Exactement. La tension monte à nouveau. Il y a des pierres plus grosses. Pour Marion Benz, c'est reparti pour un travail de fourmi dans l'urgence. La nuit tombe. La journée de travail se termine. Hans-Georg Gebel décide de dormir sur place afin de s'épargner un aller-retour éreintant. Ce site est plus qu'un lieu de fouille pour moi. Il représente toute cette famille qui a travaillé ici. J'ai noué des relations avec les habitants de Beida et partagé leur destin. Ils m'ont transmis une conception différente de la vie. D'autres mœurs, fondées sur le respect et l'esprit de communauté. Et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Il se dégage de Badja une atmosphère très singulière. Malgré toutes les difficultés, c'est un lieu fascinant qui donne envie de s'y attarder. Et les années de labeur de l'équipe d'archéologues ont été récompensées par la découverte de Djamila et son collier. Le lendemain, c'est le grand jour pour Ala Al-Arachi, Andrea Fischer et Alice Burkhardt. Elles ont terminé de remonter le collier, qui va prendre sa place définitive au sein de la collection du musée. On lui a enfin trouvé un bel emplacement. Voilà à quoi il devait ressembler. Il est magnifique. Maintenant, il n'existe plus seulement sur le papier. Il est vraiment là, dans le musée. C'est fantastique. Même par rapport à la splendeur de Petra, cette découverte donne des frissons. C'est génial. Le collier de Djamila a 6500 ans de plus que Petra. Par chance, il a été découvert à une époque où l'on possède le moyen de conserver les fragiles perles. En revanche, les os de Djamila ne nous révèlent pas grand-chose pour l'instant. Peut-être que de nouvelles avancées technologiques permettront aux futures générations d'archéologues d'en apprendre davantage sur eux. Dernier jour de fouille à Badja. J'ai retiré la couche de revêtement, mais il n'y a aussi que du sable en dessous. C'est dommage. Dans la salle 28, la grosse dalle ne cache finalement rien. Yulia Greski avait néanmoins découvert dans la salle 17 un crâne d'enfant qu'elle a, depuis, extrait de terre. Un deuxième se cache encore sous le mur de la tombe. Bien que le temps presse, il faut le dégager lui aussi avec précaution. Marion, Hans-Georg, venez voir ce que j'ai trouvé. Alors, dis-nous. En plus du crâne, il y a la nuque, les côtes. Tout est là. Le bras est encore accroché où il devrait et autour du cou se trouve un collier de perles.
Un collier de perles? Oui, avec de petits cylindres et une magnifique pierre rouge et verte. Tu es fantastique. Et tout ça à la dernière seconde. Il faut que Hala vienne voir ça. En 2018 déjà, Hala Al-Arachi avait dû abandonner tous ses autres travaux pour dégager le sensationnel collier de Jamila. Et l'histoire se répète. L'archéologue prend le relais de Yulia Gresky qui doit s'en aller. Les tombes de Badja recèlent sans doute encore bien des secrets. Hala Al-Arachi a rassemblé et étiqueté les perles. Pour l'heure, elle reste à Beïda afin d'examiner de plus près chacune de ces nouvelles merveilles. Que vont-elles révéler sur la vie d'il y a 9 millénaires? Ces dernières décennies, Badja nous a conduits à considérer d'un autre œil les populations du néolithique. Elles pouvaient se consacrer à des activités artistiques, à la fabrication de bijoux et d'outils, car elles n'avaient pas besoin de se soucier de trouver de la nourriture. Mais c'est aussi à cette époque qu'est né le désir de biens de luxe qui allait ouvrir la voie jusqu'à nos jours à d'inévitables conflits. Malgré toutes les découvertes sensationnelles qu'on y a déjà faites, le village de Badja continuera probablement à nous réserver son lot de mystères.